Bonjour Maître Couturier, bonjour Maître Nioré. Bonjour. Nous y sommes arrivés. Et ben voilà, c'est parfait. Oui, effectivement. Alors, on a déjà quelques personnes qui sont en direct parce que vous êtes effectivement attendus. Donc, on essaie d'avoir un très bon cadrage. Je pense que ça ira. Vous êtes tous les deux présents, donc merci beaucoup. Je l'ai dit, mais je le redis, à interview spéciale, eh bien, ça arrive qu'on ait des petits incidents techniques, mais ça n'en rend l'interview que plus intéressante. Et d'ailleurs, ça nous laissera peut-être l'opportunité de vous poser une question justement sur les nouvelles technologies parce que on est ici face à un problème technique et je pense que quand on est avocat, alors je dirais dans mon cas future avocate, eh bien ça peut poser quelques questions. Comment justement on fait en période de Covid quand on utilise la technologie et qu'elle ne fonctionne pas. Alors ça peut être embêtant quand on est bien évidemment au sein de son cabinet et que on a des choses à régler, mais je pense que ça peut être d'autant plus embêtant quand on est peut-être dans le système judiciaire et qu'on utilise eh bien, ce type de technique avec les juges. Alors je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup à vous deux d'être présents, d'avoir accepté notre invitation. Donc, chers auditeurs, vous êtes présents. Donc, nous sommes sur un nouveau numéro eh bien, de notre interview hebdomadaire, donc de la clinique juridique de l'EFB. Donc, vous l'avez compris, nous serons un petit peu retardés donc, sur notre heure qui est habituellement 10h, 10h30. Nous allons passer donc ces 30 minutes qui nous sont imparties parce que oui, nous avons 30 minutes et nous allons les conserver bien évidemment en compagnie de maître donc Julie Couturier. Est-il besoin que je vous présente? Tout le monde sait que vous êtes candidate au bâtonnat et maître Vincent Nioré. Est-il aussi besoin que je vous présente? Vous êtes en tandem et vous êtes donc candidat au vice bâtonnat. Je ne résiste pas, bien évidemment, à l'envie quand même de décliner vos CV parce que ils sont quand même impressionnants. Donc, Maître Couturier, vous êtes associé donc du cabinet JCD. Donc, c'est un cabinet qui œuvre en droit du patrimoine, de l'exécution et de l'immobilier. Vous avez été membre du Conseil de l'Ordre. Vous êtes également dans l'association Droit et Procédure. Donc, il me semble que vous en avez été présidente. Je ne sais pas si vous l'êtes toujours actuellement. Non, Voilà, mais vous l'avez été. Et vous vous décrivez donc comme étant la civiliste de ce tandem. Maître Nioré, alors vous êtes eh bien au sein de votre cabinet que donc vous avez créé. Vous œuvrez principalement en droit donc pénal. Vous êtes d'ailleurs inscrit, si je ne me trompe pas, auprès de la Cour pénale internationale. Vous avez été donc premier secrétaire de la conférence, vous avez été également membre du Conseil de l'Ordre et vous avez été aussi au Conseil national du barreau. Et vous vous décrivez comme eh bien, le pénaliste de ce tandem. Alors, nous allons passer ces 30 minutes ensemble sur deux gros sujets qui nous intéressent. Le premier sujet, c'est bien évidemment celui de l'accès au droit et à la justice, parce que donc nous sommes la clinique juridique de l'EFB et donc nous avons des préoccupations à ce sujet. Et ensuite, nous permettrons donc d'évoquer avec vous votre programme sur eh bien, ce qui concerne plus précisément les préoccupations des jeunes avocats. Donc vos confrères qui ont, on va dire, un peu moins de 5 ans de barre et bien évidemment les élèves avocats qui arrivent et je dirais même les élèves avocats de la promotion Jacques Toubon qui vient tout juste d'être diplômé et la promotion donc Bernard Cazeneuve à laquelle j'appartiens et qui est en train de vivre eh bien, les événements de l'intérieur. Première question, je vous propose de commencer cette interview par l'accès au droit et à la justice. Donc, je l'ai dit, nous sommes une clinique juridique, donc nous sommes eh bien, pleinement investis dans cette thématique. Concrètement, que faut-il faire pour améliorer l'accès au droit, l'accès à la justice? Alors, est-ce qu'on va dans des solutions qui effectivement sont pro bono? Est-ce qu'on renforce les cliniques juridiques qui sont déjà très nombreuses au sein de nombreuses universités? Qu'est-ce que vous pensez également de la concurrence des Legal Tech? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup de nous recevoir et c'est formidable que les élèves avocats s'intéressent aussi à cette campagne parce qu'effectivement, ils seront dans cette vie du palais et c'est ce que nous disons, Vincent et moi, quand nous recevons pour rapporter leur dossier de prestation de serment
aux jeunes avocats, c'est qu'on a une vie de palais extrêmement conviviale, que le palais regorge d'associations et que le fait d'avoir un investissement dès maintenant dans cette vie collective, c'est un enrichissement qui viendra en effet compléter votre formation professionnelle et c'est formidable que vous soyez déjà très investi. Sur l'accès au droit, oui, bien évidemment, il faut multiplier les cliniques juridiques, les renforcer et multiplier ce type d'initiative. En effet, partout où cela est possible, parce que c'est vrai que le système que vous développez, c'est un système, si je puis dire, gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous y gagnez en formation et en autonomie, puisque du coup, vous apprenez avec un tuteur les problématiques des justiciables que vous recevez, et eux, ils gagnent évidemment, puisqu'ils ont cette assistance par des élèves avocats qui sont par ailleurs coachés par des avocats plus expérimentés. Donc c'est vraiment un système gagnant-gagnant qui nous paraît tout à fait à développer clairement. Il y a peut-être d'autres solutions. On pense peut-être des partenariats avec des associations. Le barreau de Paris récemment a signé un partenariat avec une association qui s'appelle l'association Coro et qui permet que, je crois, une demi-journée par semaine, pas par semaine, par mois, un avocat puisse bénévolement venir tenir une permanence pour apporter du conseil juridique à des justiciables sur un certain nombre de problématiques. Il y a peut-être d'autres pistes. On a pas mal discuté de notre côté avec un garçon qui s'appelle Emmanuel Ravanas, qui est un de nos confrères et amis, et qui préside Emmaüs Solidarité, qui révèle en effet que les justiciables ont un très fort besoin de droit, et notamment les plus démunis. Mais on se rend compte qu'il y a l'argent d'un côté, c'est-à-dire que vous avez des grands cabinets qui veulent avoir des actions pro bono, et puis de l'autre côté, vous avez des avocats qui sont extrêmement compétents, mais on va considérer que sur certaines thématiques très demandées, c'est-à-dire droit du logement, droit des étrangers, droit de la famille, les compétences et l'argent ne sont pas forcément au même endroit. Voilà. Donc, il faudrait peut-être essayer d'imaginer un schéma d'un collaborateur solidaire. Voilà, il faudra peut-être qu'on réfléchisse à un schéma de ce type pour diversifier les possibilités d'accès au droit, là encore, au bénéfice et du justiciable et des avocats. Merci. Maître Nioré, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot là-dessus pour, Oui, tout à fait. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Julie. Faciliter l'accès au droit passe justement par cette coexistence qui est inévitable en pratique entre, je vais dire, le domaine des affaires, des grands cabinets, et le pro bono. C'est-à-dire qu'il y a deux activités dont on pourrait penser qu'elles s'opposent, alors qu'en fait, elles coexistent. Si on prend l'exemple d'Emmaüs, on voit bien qu'il y a de grands groupes qui viennent subventionner l'association. Et donc, à côté, on a toute une série de bénévoles. Eh bien, cette traduction de la prise en charge des plus démunis, on doit la retrouver dans le domaine juridique, dans le domaine du judiciaire, bien évidemment, à travers les cliniques juridiques. Les cliniques juridiques, bon, c'est l'assistance aux plus démunis aussi. Et il faut trouver des moyens de financer l'ensemble. Et je crois qu'il n'y a pas d'antagonisme entre les cabinets d'affaires et l'activité pro bono, évidemment, depuis des lustres, mais il faut systématiser donc ce double champ d'intervention donc au niveau des cliniques juridiques et renforcer les cliniques juridiques et les développer. Moi, j'ai découvert, je vous le dis franchement, je n'étais pas vraiment intéressé, je ne me suis jamais vraiment intéressé parce que j'avais d'autres préoccupations aux cliniques juridiques, mais vous êtes déjà des avocats. En fait, en 1983, quand j'ai prêté serment, il n'y avait pas de clinique juridique. Mais vous avez le niveau nécessaire pour exercer déjà le métier. On renforce la formation, c'est très bien. Mais lorsque vous donnez des conseils juridiques, y compris sous la houlette d'un tuteur, eh bien, vous exercez déjà pleinement une activité de conseil. Et pour moi, c'est l'essentiel. Vous avez déjà toutes les compétences. Alors, on peut renforcer, bien évidemment, les critères d'attribution du titre d'avocat. Mais en fait, vous êtes déjà
de jeunes avocats. Très jeunes. Effectivement. Vous Ben avez... oui, non, mais si vous voulez, il faut voir, moi, si j'observe cette réalité-là, vous faites déjà un travail d'avocat. Vous avez déjà toutes les compétences. Alors que l'on réforme, renforce les conditions d'accès à la profession, c'est une chose. Mais ça n'empêche pas que déjà factuellement, vous êtes tous brillants, vous avez tous à peu près les mêmes compétences, le même cursus, et ce qui est très bien. Donc vous exercez déjà un métier d'avocat. Et alors ce qui est intéressant, c'est déjà d'exercer au niveau de l'école du barreau. Oui, exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est vraiment ici, en fait, au sein de la clinique juridique, donc je vais parler bien évidemment de celle de l'EFB, un formidable terrain pour nous d'apprentissage. Donc on fonctionne avec différents pôles. Donc on a un pôle asile, on a un pôle resto du cœur, on a un pôle général, on a également un pôle qui est dédié aux mineurs. Et c'est vrai que chacun y trouve, parmi bien évidemment ses préférences, les matières avec lesquelles il se sentira à l'aise, et bien ce terrain pour pouvoir justement apprendre, pour pouvoir mettre concrètement en pratique ce qu'il a appris. Mais encore une fois, voilà, je dis beaucoup apprendre, mais parce que c'est vraiment un passage entre ce monde de l'apprentissage théorique et ce monde de l'apprentissage pratique où en plus on a la mesure justement de l'avocat qui rend service. Et c'est vrai que c'est important. Donc voilà, chaque élève avocat, il trouvera effectivement, s'il souhaite s'investir, un formidable terrain d'expression. J'avais une question, je vous l'ai dit, par rapport à ces problèmes techniques que nous avons rencontrés. J'ai envie de rebondir immédiatement là-dessus parce que je pense que nos auditeurs aussi ont envie de vous entendre sur ce problème. Les nouvelles technologies, c'est une opportunité ou ça n'est pas une opportunité, sachant qu'on l'a vu, on a rencontré des problèmes techniques aujourd'hui. Alors ces problèmes techniques peuvent être anecdotiques, peuvent être parfois sympathiques, surtout quand c'est un vendredi matin, qu'on est un petit peu plus décontracté et qu'on fait une interview justement décontractée, qui est le ton de l'interview que nous voulons à l'EFB, à la clinique juridique de l'EFB et pas à l'EFB. Même si à l'EFB on est aussi décontracté, bien sûr, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive justement devant un juge, imaginons en plus en matière criminelle, quand on a des problématiques qui sont un petit peu complexes? Je t'en prie. Non mais, bon d'abord... Vous êtes le pénaliste. Voilà. Oui, mais d'abord, si vous voulez, pour répondre à la question plus générale de l'apport des nouvelles technologies, bon, il est évidemment vital. S'il y a un mot, c'est vital. C'est-à-dire on ne peut pas vivre sans développer la profession, enfin vivre sa profession d'avocat et la développer sans les nouvelles technologies. Il faut vivre avec son temps. Alors c'est vrai qu'il faut éduquer le barreau dans le sens du développement des nouvelles technologies. Il y a une majorité d'avocats qui parfois exercent seuls, qui sont assez réfractaires aux nouvelles technologies. Moi j'ai le souvenir de confrères pénalistes qui n'avaient pas d'ordinateur. Il y a encore quelques années, il y a moins de 10 ans. Alors, 10 ans, c'est vieux, mais pas tant que ça. Et encore aujourd'hui, il y a une forte résistance. Alors, il faut convertir tout le monde, bien évidemment, aux nouvelles technologies. Moi, je suis pour l'iPhone, alors, Julie en parlait dans le cadre de notre programme, la création d'une école du numérique. Mais tu en parleras mieux que je vais te laisser là-dessus. Bon, alors maintenant, sur les problèmes que vous évoquez, je ne vois pas, hormis les problèmes de visioconférence en matière pénale, ces derniers temps, on nous a sucré l'audience à la faveur de la crise sanitaire, la présence de l'avocat. Donc, à la sortie du confinement, donc, les audiences ont repris, elles existent encore aujourd'hui, elles sont physiques, sauf les audiences sur la détention provisoire notamment, certaines se déroulent en visioconférence. Moi, par rapport à ma pratique, je ne vois pas d'autres exemples, mais les problèmes techniques seraient ceux du tribunal, mais ils sont résolus, sauf la cyberattaque, mais c'est encore un autre problème. Bon, ça, c'est encore une autre difficulté, c'est autre chose. Mais le problème, alors, le danger quand même, le danger des nouvelles technologies, ramenées à l'exercice judiciaire, c'est la déshumanisation de la justice. On le voit bien à travers la campagne. Là, on a une campagne, j'ose pas dire qu'elle est déshumanisée, c'est pas vrai. Mais tout de même, il faut que nous apprenions à crever l'écran. Vous savez, c'est l'expression qui est ancienne. Comment un acteur fait-il pour crever l'écran? Comment un avocat
fait-il pour crever l'écran lorsqu'il doit s'exprimer à travers une caméra ou un iPhone? Donc, il faut en rajouter. Alors, un iPhone, bon, c'est un outil de qualité, mais il y a des outils médiocres. Alors, pour convaincre, quand on a un outil de qualité, c'est peut-être plus facile, avec une meilleure image, un meilleur son, une meilleure écoute. Donc, ça va supposer des moyens financiers importants, donc un investissement supplémentaire au niveau des cabinets d'avocats, et en ce moment, c'est peut-être pas la période. Bref, toutes ces questions sont complexes, étant précisé que le fil rouge, c'est bien évidemment de ne pas perdre le cap du développement des nouvelles technologies. Moi, je suis pour une dématérialisation totale, mais pas pour qui n'entraîne pas systématiquement une déshumanisation. Comment est-ce que les nouvelles technologies, je crois que c'est le vrai défi, permettront de réhumaniser la relation entre personnes qui échangent à travers des éléments technologiques? Et ça passe beaucoup évidemment par la formation, ça c'est un de nos thèmes de programme en effet, parce que le problème c'est la fracture numérique aussi au sein du barreau, puisque c'est vrai qu'on a évidemment des grandes structures qui sont extrêmement bien équipées avec un équipement de qualité, etc. Et vous avez des confrères pour qui c'est beaucoup plus difficile, qui sont éventuellement plus âgés, qui sont un peu isolés, qui n'ont pas forcément l'outillage. On le voit en ce moment à la faveur de la crise, notamment sur les problématiques de télétravail. Tout le monde n'est pas à égalité là-dessus, malheureusement. Donc je pense que le job aussi de l'ordre et des bâtonniers et vice-bâtonniers, c'est d'essayer de réduire cette facture autant que possible et de la réduire notamment par des actions de formation, d'où notre idée en effet d'une école du numérique. Des progrès ont été faits ces dernières années et il y a le lab EFB qui a été monté, etc. Mais en formation continue, il manque peut-être encore un maillon dans cette chaîne de la transmission et c'est vrai qu'on aimerait avec un vrai volume horaire former l'ensemble de nos confrères à des problématiques qui sont diverses, parce que le numérique, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que le numérique, c'est à la fois la question de la cybersécurité. Hein. On a beaucoup de confrères dont les adresses mail ne sont pas sécurisées. Donc, il y a toutes ces problématiques de cybersécurité. C'est les former éventuellement au legal design, qui est aussi une nouvelle technique pour rendre le droit. On parlait d'accès au droit, mais c'est aussi une façon de rendre le droit accessible. C'est aussi des outils de communication et donc de développement pour les avocats. Donc, la panoplie, si on peut dire, et l'éventail d'aspects du numérique est tout à fait étendu et nécessite en effet que l'ordre s'implique dans la formation des confrères pour précisément réduire cette fracture. Bon, mais il y a la formation aussi pour résister à l'intrusion, alors du judiciaire cette fois-ci, et donc il faut former aussi les avocats aux applications cryptées, c'est très important, je considère que ça participe du numérique. Donc WhatsApp, Signal, Telegram, comment est-ce que je communique, qu'est-ce que je laisse dans mon téléphone, comment est-ce que je fais pour annuler une conversation écrite sur WhatsApp ou sur Signal afin qu'elle ne reste pas dans le téléphone sans vouloir dissimuler quoi que ce soit. Mais si je ne veux pas que ça soit saisi un jour parce que c'est confidentiel, je le supprime. En le supprimant, est-ce que la corbeille permet de supprimer l'information? Non. Elle est restituable avec des logiciels spéciaux. Donc, et la perversion, c'est que sur WhatsApp, par exemple, si on annule mal sur WhatsApp, qui est pourtant une application cryptée, l'information écrite reste dans le téléphone. On pense qu'elle est annulée, elle ne l'est pas. Et en matière de perquisition, c'est une mine d'or. Il faut savoir que, s'agissant des élèves avocats qui composent les cliniques juridiques, qui sont de vrais avocats pour moi, eh bien, il y a eu, il y a quelques jours, une perquisition. Et le bâtonnier n'était pas là car il n'est pas prévu par les textes. Donc, ça va jusque-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est un autre aspect des choses, mais la réalité judiciaire, c'est celle-là aussi. Justement, je voulais vous poser une question sur des réformes à engager. Ma question reste ouverte, hein. Vous pouvez vous en saisir. Mais est-ce qu'on n'aurait pas justement des réformes peut-être à mettre en place sur les nouvelles technologies, justement, à l'aune de toutes ces problématiques que vous venez de soulever? Plus précisément, qu'est-ce que vous verriez comme réforme? Et la préoccupation pratique, c'est laquelle? Parce qu'effectivement, on a peut-être ici des problématiques de déontologie. Donc, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là parce que il y a effectivement des nouvelles technologies qui sont très récentes, celles que vous venez de citer, qui n'étaient peut-être pas utilisées comme elles le sont aujourd'hui, il y a encore 5 ans, et qui, sous l'effet de la crise, sont devenues des manières astucieuses
d'être un palliatif, d'être un substitut. On voit que finalement, ce qui aujourd'hui n'était peut-être finalement qu'un outil de l'urgence pour pallier à des situations dégradées de travail est devenu peut-être un vrai outil du quotidien. Donc peut-être que cet outil du quotidien, il faut... alors c'est une question, hein, c'est une question, plutôt un constat, mais je voudrais bien effectivement vous entendre là-dessus. Comment est-ce qu'on fait? Alors, il y a plein d'aspects. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous évoquez, ça couvre une réalité, un spectre qui est assez large. Ça couvre d'abord des nouvelles façons de travailler et ça concerne par exemple la question du télétravail des collaborateurs. Si on veut reconnecter ça avec la question du jeune barreau, est-ce qu'il faut réglementer ou pas réglementer le télétravail? Quelles sont les obligations du cabinet pour permettre aux collaborateurs de travailler entre guillemets dans de bonnes conditions? Jusqu'où on doit aller là-dessus en termes d'obligations et justement de déontologie, à quel moment le collaborateur ou le cabinet manque éventuellement à sa déontologie dans la relation qu'il peut avoir sur ces questions-là avec le collaborateur. Ça, c'est effectivement un premier aspect. Le deuxième aspect, puisque vous évoquiez la déontologie, c'est la question de l'évolution de la déontologie et peut-être d'un assouplissement de la déontologie pour justement ne pas se laisser concurrencer sur notre propre terrain par les legal tech, puisque vous évoquiez la question des legal tech, qui peuvent évoluer entre guillemets un peu sans foi ni loi et venir concurrencer les avocats qui, eux, sont à la fois protégés par leur déontologie, mais peut-être parfois un peu freinés par leur déontologie. Ça peut, par exemple, concerner un assouplissement, ou plus exactement, ça concerne par exemple la question de la rémunération de l'apport d'affaires. Ça, c'est une évolution déontologique à laquelle nous sommes par exemple favorables. Parce qu'on considère en effet que la déontologie, c'est de la matière vivante et qu'il faut la faire évoluer au marché du droit. Aujourd'hui, le marché du droit, il évolue en effet avec en toile de fond ces legal tech. Il faut évidemment favoriser les innovations qui sont pour les avocats par les avocats, parce que les avocats sont extrêmement créatifs et s'y sont mis. On a entendu, c'est un peu la communication un peu provocante de notre communication de campagne sur les avocats ont raté le virage du numérique. Je ne pense pas qu'il l'ait tant raté que ça, le virage du numérique, parce qu'on a vu tout un tas d'initiatives et de plateformes et d'applis qui ont été créées et qui sont extrêmement innovantes et utiles. Donc, il faut évidemment favoriser le développement de ces legal tech quand elles sont à l'initiative d'avocats, dans l'intérêt des avocats, évidemment. Et peut-être surtout aussi s'intéresser au financement de ces legal tech. Ça, c'est aussi une autre proposition que nous avons, qui est la création d'un fonds d'investissement pour aider et accompagner ces projets-là. Merci. Oui, je vous ai coupé, mais allez-y, nous sommes là pour débattre. Non, il ne faut jamais perdre de vue que les nouvelles technologies doivent être amenées à l'activité de l'avocat, comme a dit Julie, que ce soit le conseil ou la défense. Et attention, parce que je pense qu'il appartient à l'avocat de se former au point de renseigner le client lui-même. Vous avez la matière de la criminalité organisée qui permet de sonoriser des locaux privés pour y recueillir des paroles confidentielles. Vous lirez les articles 706-95 du Code de procédure pénale et suivants, si bien que lorsque l'avocat se déplace chez le client, un client qui est suspecté de criminalité organisée, de blanchiment de je ne sais quoi, eh bien, le client est susceptible d'être sonorisé. On ne peut pas sonoriser un cabinet avocat. On peut le perquisitionner, on peut écouter un avocat, mais intercepter ses courriels, intercepter ses SMS, enfin, toutes les correspondances électroniques sont susceptibles d'interception, pas seulement la conversation. Hein. Mais le client, lui, peut être sonorisé. Donc, comment savoir si un client est sonorisé? Il faut faire appel à une société spéciale pour désinfecter sur un plan technique et avoir des pièces blanches. Donc ça participe de la culture des avocats, de l'accès aux avocats, aux nouvelles technologies. Et donc, la défense s'imbrique dans les nouvelles technologies. Donc, le métier d'avocat, il va jusque-là aujourd'hui. Et en matière pénale, si on ne fait pas ça, on manque à tous ces devoirs. C'est un vaste sujet. Mais bien sûr. Et je ne pensais pas effectivement, en vous posant cette question, qu'on allait justement ouvrir autant le sujet là-dessus. Mais merci beaucoup, parce que c'est effectivement très intéressant. C'est une préoccupation de tous. Là, je vais sortir de la dynamique jeune avocat que nous souhaitions donner à cette interview.
C'est effectivement une problématique qui concerne la plupart en fait des avocats. Enfin, je dis la plupart, mais c'est tous les avocats aujourd'hui. Et- C'est oui, pour ça que je vous posais cette question mais justement des réformes. surtout les jeunes, Oui, que, à la faveur de la crise, imaginons qu'il y a une réalité dure. Donc les oui, jeunes avocats ne trouvent pas de collaboration, ou ne restent que très peu de temps collaborateurs et décident de s'installer. Bon, c'est la tendance aujourd'hui, hein. Il y a une réalité qui est comme celle-là. Vous serez livré à vous-même. Alors, d'où notre programme de mentoring. Mais attention, c'est un métier extrêmement dangereux dans certains dossiers. Attention. Et ça, c'est le quotidien. Ce n'est pas une fois par an, c'est tous les jours. oui, oui, effectivement, effectivement. Attention au mode de communication. Il faut, si vous voulez, il y a des règles de base, sans aller jusqu'au débat sur la transformation technologique de la profession. Il y a des choses évidentes. Est-ce qu'aujourd'hui, je dois encore communiquer sur des applications non cryptées, non chiffrées? C'est juste invraisemblable, mais même dans toutes les matières. Enfin, celles qui touchent au pénal. Même si vous avez un mélange de droit du travail et de droit pénal. Bon, certes. Est-ce que par principe, vous savez, je crois qu'à l'époque, on disait la discipline est la force principale des armées. J'ai fait mon service militaire, mais je pense que la discipline est la force principale de la défense. Il y a des règles. Quand un client appelle, il appelle sur une application cryptée, chiffrée. Sinon, je raccroche. Autant aller discuter dans un commissariat de police ou au 36 rue du Bastion. C'est pareil. Donc, il y a des règles et ces règles-là sont liées à l'application des nouvelles technologies. Quand je vois que certains confrères qui sont convoqués me téléphonent sur une ligne fixe, mais je leur dis, c'est pas possible. Rappelez-moi d'un téléphone portable, sur Signal ou sur Telegram. Je ne parle pas sinon. Donc effectivement, envisager, donc comme vous le proposez dans votre programme, peut-être d'avoir justement des formations pour que justement on ait, j'allais dire, une éducation, une sensibilisation à ce type de problématiques qui sont effectivement très diversifiées Voilà. et qui sont effectivement très importantes dans la pratique du quotidien, j'allais dire même de chaque heure qui passe, parce que chaque dossier est différent d'une heure à l'autre. Donc, il faut vraiment avoir eh bien, ces nouvelles technologies en tête. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'évoquer donc vos jeunes confrères et vos consoeurs, et également vos futurs jeunes confrères et consoeurs. Concrètement, quelles mesures pour les jeunes avocats? Ma question, encore une fois, est très ouverte. Alors, enfin, après, je ne sais pas de combien de temps on a encore, parce qu'on a On peut pas. encore un petit peu parler parce que justement, le débat est très intéressant. Donc, je pense qu'on va dire qu'on va se quitter vers 11 heures. On a eu des problèmes techniques, donc il vous reste encore un quart d'heure pour rentrer dans le vif. D'accord, ok, donc du coup, on peut développer un peu. Moi, c'est vrai que la mesure sur laquelle j'aimerais qu'on commence, c'est celle du mentoring, parce que ça connecte complètement avec votre démarche de la clinique juridique, c'est-à-dire un apprentissage avec un tuteur. Et notre proposition de mentoring, c'est un peu le même esprit, c'est-à-dire cet esprit de transmission. Okay, alors, le mentoring, pourquoi on en est venu là et quel est un peu le constat? Le constat, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle d'un barreau de 30 000 avocats, la collaboration libérale telle qu'on la connaissait il y a 30 ans, il y a 20 ans, avec un barreau de 5 000 personnes et une espèce de compagnonnage où le patron formait son collaborateur, était vraiment dans cette espèce de démarche de transmission et même l'encourageait ensuite à s'installer ou à s'associer, lui envoyant des dossiers avec cette espèce, encore une fois, d'accompagnement. Ça s'est évidemment un peu perdu parce que la situation économique s'est tendue, parce que voilà, bon, tout ça est un peu... voilà, c'est la vie. Mais ça veut dire aussi que les jeunes avocats manquent parfois un peu de repères, que le seul repère qu'ils ont, c'est en effet leur patron, entre guillemets, et que peut-être qu'il faudrait qu'en marge de cette relation de collaboration libérale, il puisse y avoir un autre parrain professionnel. Moi, j'ai essayé d'induire ça, par exemple, quand je recevais des élèves avocats pour signer le dossier de prestation de serment. Certains m'ont rappelé ensuite, mais c'est vrai qu'on a besoin peut-être d'avoir quelqu'un qui assure un peu votre suivi et qui soit susceptible de vous donner des conseils sur vos choix de carrière, de façon périodique, de façon bienveillante. Voilà, un mentor, donc, qui vous inviterait à déjeuner une fois tous les 6 mois en disant alors où est-ce que tu en es, comment ça se passe, à quel moment, et que le mentee
puisse aller lui poser la question en disant, bon, alors là, voilà, ça fait 1 an, est-ce que je vais négocier une augmentation? Je ne sais pas très bien comment faire. Est-ce que c'est moi qui dois la demander? Est-ce que je dois attendre qu'on me la donne? Comment je dois m'y prendre? Et à partir de combien d'années de collaboration je dois m'enquérir du point de savoir si j'ai un avenir ou pas dans ce cabinet. Voilà, enfin, toutes ces questions que se posent les jeunes avocats et auxquelles un avocat plus expérimenté et avec lequel il n'y a pas de relation, si je puis dire, de subordination, mais simplement une relation très bienveillante. Voilà, donc enfin, voilà, que ces jeunes avocats puissent s'adresser à ce mentor. Ça nous paraît intéressant. Beaucoup de grandes structures ont mis en place des programmes comme ça de mentoring, et il nous semble donc intéressant de mettre en place un programme de mentoring à l'échelle du barreau pour, entre guillemets, organiser cette rencontre entre les mentors et les mentees. Voilà. Donc ça, c'est une mesure qui est en plus de ça assez transversale parce qu'elle ne concerne pas seulement les collaborateurs. Évidemment, c'est vrai qu'il y a une problématique pour les jeunes avocats beaucoup, c'est la question en effet de la collaboration libérale, mais on le sait, et Vincent le disait à l'instant, vous avez de jeunes avocats qui justement ne trouvent pas de collaboration, s'installent un peu vite. Bon. Donc, ça peut aussi marcher pour les jeunes installés, ce programme de mentoring, et c'est donc une proposition assez transversale, collaboration, installation, voilà. Donc ça c'est un premier aspect et une première proposition qu'on fait. Puisqu'on parle quand même aussi des jeunes avocats, c'est vrai que la question de la formation nous tient pas mal à cœur, et vous êtes à l'EFB, donc vous êtes, si je puis dire, au cœur du réacteur sur ces questions-là. Alors, il faut aussi être, si je puis dire, modeste dans la mesure où on sait que le gros du programme, c'est l'apanage du Conseil national des barreaux et que l'école elle-même manque effectivement un peu de marge de manœuvre, mais elle en a quand même un peu. Donc, qu'est-ce que là-dessus on peut faire? Nous, on estime qu'il faudrait peut-être structurer un peu la pédagogie. L'idée étant que et vous êtes mieux placé encore que nous pour le savoir, mais il n'y a quasiment que des intervenants extérieurs, ce qui est très bien parce que vous avez des avocats, des magistrats qui viennent transmettre, et ça c'est formidable. Et je sais que beaucoup de progrès ont été faits, notamment dans l'enseignement judiciaire, puisque assez systématiquement maintenant, les formations sont faites en binôme avocat-magistrat. Ça, je trouve que c'est vraiment super. Mais l'idée, c'est que, enfin, moi, je sais, je dirige un parcours à l'école en voie d'exécution, donc je vois bien le temps que ça prend, à quel point c'est compliqué de structurer cet enseignement, etc. On a manifestement, les intervenants extérieurs, besoin d'aide. Et besoin d'aide de pédagogues, si je puis dire, professionnels, qui devraient être, à mon sens, intégrés à l'école, même si la directrice de la pédagogie fait un super boulot et fait ce qu'elle peut. Mais elle est un peu seule et il faudrait peut-être, en effet, structurer un peu cette pédagogie. Parce qu'effectivement, si on veut avoir une formation professionnalisante, ce qui est la revendication des élèves avocats de tout temps, il faut que cette formation soit peut-être elle-même un peu plus professionnelle. Voilà. Ouais, le truc, c'est que il y a un domaine qui est dangereux, c'est le domaine pénal. Donc, on ne s'improvise pas avocat pénaliste, c'est clair. Et on peut jouer sa peau tous les jours. Dans le rapport avec les tiers, nous sommes tenus au secret professionnel. À l'occasion de l'instruction, nous ne sommes pas tenus au secret d'instruction, nous sommes tenus au secret professionnel, qui est d'ordre public, à l'occasion de l'instruction, à l'occasion de l'enquête, à l'occasion de la garde à vue. Il faut faire très, très attention, donc, dans la communication des informations à l'égard des tiers. Donc, pour ça, il faut des jeunes avocats qui, s'ils se sont installés trop tôt, eh bien, doivent bénéficier de l'expérience d'un ancien, qui doit constamment les avertir. Attention, parce que là, on joue sa carrière, sa responsabilité pénale. Hein. Et alors, il y a de vieux avocats qui font de très grosses bêtises. Les bêtises, elles ne sont pas réservées aux jeunes avocats, c'est pas vrai. Mais attention aux bêtises qui seraient faites à raison de l'inexpérience, parce qu'on n'a pas assez averti. Hein. Sachez qu'on ne pardonne rien aux avocats. On peut pardonner de temps à autre si vous tombez sur un bon magistrat, aux jeunes avocats, parce qu'on saura que c'est la première fois et qu'il n'y aura pas de deuxième fois. Il peut y avoir une deuxième fois, mais pas de troisième fois. Donc, attention à cette vigilance, et je pense qu'il faut des anciens qui viennent non pas pourrir la relation entre avocats, mais l'éduquer, cette relation, l'éveiller au risque encouru. Le problème des collaborations, trop souvent, elles ont été perverses, négatives,
le rapport de collaboration a été très très souvent mal vécu. Mais attention, c'est cette réalité du quotidien qui est difficile. C'est ce que nous importe le client dans nos cabinets qui est difficile à gérer. Hein. Donc cette revendication de l'indépendance, si vous la faites seule, eh bien, il faut être aidé. Il ne faut jamais hésiter à prendre conseil, en tout cas à appeler le bâtonnier aussi, le vice-bâtonnier. Et nous, on mettra en place avec les membres du conseil de l'ordre, si nous sommes élus, des procédures de vigilance. C'est clair. Très bien. Merci pour ces développements sur ce point. On a beaucoup parlé de la collaboration. J'ai envie de vous dire, parlons-en encore un petit peu. Avant de vous recevoir, on s'est renseigné de notre côté. On a souhaité savoir quelles étaient réellement les préoccupations de nos futurs confrères et consoeurs, donc qui ont moins de 50 bars. Et il est ressorti principalement deux grandes préoccupations. La première, c'est celle du développement de la clientèle. La deuxième, c'est celle des horaires de travail. Et j'ai envie de rajouter une préoccupation supplémentaire. Celle-là, ils ne nous l'ont pas communiqué, mais c'est moi qui vais la rajouter, surtout dans ce contexte de la crise sanitaire. Parce que très clairement, c'est venu bouleverser beaucoup de choses pour la profession, donc au niveau de vos jeunes confrères et vos jeunes consoeurs. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur ces deux problématiques, développement de la clientèle et problématique des horaires? Alors, la problématique des horaires, je commence par la deuxième. Je ne sais pas si c'est un vrai... Comment vous dire bon, il faut préserver le caractère libéral quand même de la collaboration. En revanche, votre question, moi j'ai envie de la prendre de façon plus large, c'est la question de la conciliation entre une vie professionnelle et une vie personnelle. Et là-dessus, nous, ce qu'on propose, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un respect et une effectivité du congé paternité, qui maintenant s'appelle congé parentalité, parce qu'effectivement, pour nous, c'est aussi un facteur d'égalité, c'est-à-dire que là aussi, si je puis dire, c'est entre guillemets gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas considérer que la charge de la parentalité ne doit peser que sur les jeunes mères, elle doit aussi peser, entre guillemets, sur les jeunes pères, et je pense que c'est un... Là aussi, c'est le sens de l'histoire et c'est un désir de plus en plus important du côté des jeunes pères. Et c'est vrai que ça permettra dans l'avenir d'avoir plus d'égalité parce que plus on respectera ce congé paternité et plus on aura de chance que le plafond de verre, le fameux plafond de verre, explose, si je puis dire, de façon à ce qu'en effet, il y ait moins de réticence de la part des cabinets à recruter des jeunes femmes, à les payer aussi bien que les jeunes hommes et à les associer, etc. Parce que c'est vrai qu'on voit encore dans beaucoup de cabinets, on en a encore fait le constat, voilà, de cabinets dans lesquels vous avez 10 associés, 2 femmes. En revanche, 9 collaborateurs, 7 femmes. Bon, ça pose quand même effectivement une petite difficulté. Donc là, je dépasse un peu, mais c'est juste effectivement quand même sur la problématique de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc ça, effectivement, on a cet axe-là. Et puis on a un autre axe aussi, c'est la question de la garde d'enfants, parce que beaucoup de jeunes avocats vous disent que pour eux, c'est une vraie préoccupation. Les crèches publiques sont saturées, c'est très difficile de trouver une place en crèche publique, et les crèches privées sont très chères, et le fait de prendre une nounou, évidemment, à domicile, également. Quand vous êtes en entreprise, votre entreprise peut vous apporter une aide et participer au financement de vos frais de garde d'enfants parce que l'entreprise bénéficie de levier de défiscalisation. Nous, les libéraux, on n'a pas ça, ou alors on a ça dans des conditions qui sont extrêmement restrictives. Et donc, nous, c'est vrai qu'une de nos propositions, c'est aussi d'œuvrer pour le fait que les avocats puissent obtenir ces leviers de défiscalisation. Là aussi, si je puis dire, c'est gagnant-gagnant parce que ça permet aux collaborateurs ou en tout cas aux jeunes avocats de pouvoir faire garder leurs enfants dans de bonnes conditions sans que le budget soit par ailleurs plombé. Et ça peut détendre aussi, justement, pour revenir sur la question des horaires, le fait que les choses seront plus équilibrées, plus souples, etc., etc. Alors, pour le développement de la clientèle, évidemment, c'est la préoccupation de tous les avocats. Là, je reviens un peu sur la question de la formation. On a du mal encore, et je pense que c'est peut-être encore une formation pas encore tout à fait suffisante. Il faut, à notre sens, vraiment former les avocats
à s'affirmer comme avocat, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de fausse pudeur. Il ne faut évidemment pas être dans l'arrogance quand vous rentrez au barreau. Ce n'est pas ça qu'on vous demande. Il faut évidemment avoir l'humilité, savoir que quand on arrive, quand on a son CAPA, on ne sait pas grand-chose, même si on a, comme Vincent l'a dit, des compétences, etc. Mais, donc, on ne vous demande pas une arrogance, mais on vous demande d'être avocat et de prendre effectivement cette culture d'avocat. Et là-dessus, effectivement, la formation est sans doute insuffisante sur cette culture-là qu'il faut qu'en effet, on vous infuse, voilà, et que vous êtes aussi un entrepreneur. Et un entrepreneur, en effet, c'est apprendre comment développer une clientèle, comment essayer de cibler selon ce qu'est votre pratique, comment aller solliciter éventuellement des clients nouveaux, etc. etc. Voilà, toute cette logique entrepreneuriale n'est peut-être pas suffisamment enseignée. Ouais. Le truc, c'est que vous avez posé les deux vraies questions. Développement de la clientèle et horaire. Bon, elles sont incompatibles. Dans certains domaines, cette profession ne connaît pas l'horaire. Il n'y a pas d'horaire pour travailler les clients. Donc, vous êtes tributaire du client. Est-ce qu'on est indépendant du client? Oui, il faut l'être. Il faut garder toute son indépendance. Vous passerez votre vie à chercher des clients. Alors aujourd'hui, il y a d'autres moyens de développement de notre clientèle. Mais le meilleur moyen, c'est la confiance. Donc, le oui-dire. Donc, à partir d'exploits que vous avez déjà accomplis, de votre investissement personnel. Si vous vous investissez parce que vous aimez ce métier, vous vous investirez tout le temps, tous les jours, et le samedi et le dimanche compris, y compris pendant la vie de famille. C'est le dossier que vous embarquez chez vous, vous travaillez dans la salle de bain, que vous travaillez dans la chambre à coucher, un peu partout, parce qu'il vous obsède ce dossier. Bref, et là, vous ne connaissez pas l'horaire. Donc, le problème du caractère libéral de cette profession, c'est qu'elle ne connaît pas l'horaire. Si vous voulez connaître un horaire, être encadré, sécurisé, il faut rentrer à ce moment-là, ou dans de très grands cabinets, bon, qui fonctionnent comme des véritables entreprises, même si tout avocat est un entrepreneur, bien évidemment, mais des entreprises très, très hyper structurées, ou comme font bon nombre de jeunes avocats, eh bien, quittent au bout de 5 ans ou avant 5 ans la profession pour devenir des juristes d'entreprise. Mais là, c'est un autre exercice du métier, tant précisé qu'un avocat qui devient juriste d'entreprise reste dans sa tête, bien évidemment, un avocat. Mais si on veut rester dans ce métier, il ne faut jamais oublier que c'est une profession libérale et que notre souci, c'est le développement de la clientèle, d'accord. Mais développer sa clientèle, ça ne veut pas dire être asservi au client. Le client n'est jamais roi. Le roi, c'est l'avocat. Ce n'est pas le client. C'est l'avocat qui impose ses règles au client. Jamais le contraire. Jamais le contraire. Retenez bien ça, surtout en matière pénale. Merci beaucoup. Alors, le temps file, il est 11 h. J'avais promis qu'on mettrait un terme à l'interview à 11 h. Je vous laisse 45 secondes pour qu'on reste dans l'horaire pour nous parler de la proposition, et je dirais là en lettres majuscules, la proposition phare de votre programme. Vous avez donc, allez, 1 minute pour nous en parler. Alors, on n'a pas raisonné comme ça, pardon, parce qu'on ne va pas répondre à votre question de cette façon. Parce que il ne peut pas y avoir une proposition phare pour 30 000 avocats, un peu plus maintenant à Paris. Voilà. Donc, on a essayé de réunir un peu toutes les préoccupations et couvrir le spectre de toutes les préoccupations des avocats parisiens. On a construit notre programme sur 5 axes. D'abord, un axe économique, parce que c'est celui qui préoccupe de façon transversale absolument tous les avocats du barreau de Paris aujourd'hui. Notre deuxième axe, c'est le jeune barreau, justement, parce qu'ils sont les forces vives, les jeunes avocats de ce barreau. Le troisième axe, c'est les libertés, parce que ça, c'est l'ADN du barreau de Paris. Le quatrième axe, ce sont les relations avocats-magistrats, parce que nous sommes très préoccupés par la dégradation de nos relations avec l'institution judiciaire. Et le cinquième axe, qui vous intéresse peut-être moins à ce stade, c'est l'ordre et la façon dont on fait évoluer l'ordre et dont on assouplit un certain nombre de choses, et surtout dont on veut être protecteur. C'est-à-dire qu'on a notamment des propositions sur une réforme de la procédure disciplinaire, parce qu'on a une conception du bâtonnier qui doit être le protecteur, le confident de ses confrères, et certainement pas un père fouettard. Et justement, c'est le fil rouge, le bâtonnier protecteur, la bâtonnière protectrice, qui est la mère universelle. Allô, maman Bobo, et la mère universelle, elle est là pour panser les plaies du barreau, et si nous sommes élus, je l'aiderai en ce sens. Eh bien, écoutez, c'est un très beau mot de la fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir
évoqué les préoccupations de vos jeunes confrères, de vos jeunes consoeurs et de la relève qui arrive. Ça a été un plaisir de passer ces quelques moments avec vous. On vous souhaite bien évidemment bonne chance dans ces élections et je vous quitte maintenant. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir.